Digemermat d'Ortot, bonjour, bienvenue à tous pour ce rendez-vous élection régionale 2021 sur Brézoweb. Langue, culture, identité bretonne, 3 thèmes qui nous tiennent à cœur sur notre chaîne. Et à mes côtés aujourd'hui, Claire Desmarres-Poirier, bonjour. Candidate Europe Écologie Les Verts et puis l'UDB, donc tête de liste pour ces régionales. On est ici dans le cinéma Tianoc à Auray, l'un de nos partenaires de notre pôle audiovisuel sur Auray. Et comme à chaque invité, petite tradition, on vous a demandé de choisir une chaise avec un nom d'artiste sur cette chaise. Vous avez choisi qui ? J'ai choisi Georges Méliès pour l'histoire du cinéma, pour ce premier film qui n'était pas rien, qui était l'arrivée d'un train en gare, et pour le début d'une utopie. Voilà, je trouvais que symboliquement c'était important. Georges Méliès, le début d'une utopie qui est devenue réalité, puisque le cinéma, grâce à lui, est devenu quand même un art extraordinaire, et l'image aussi. Vous n'êtes pas originaire de Bretagne. La langue bretonne, ça évoque quoi pour vous ? Pour moi, ça évoque la force de ce territoire, vraiment. Je pense que c'est aussi parce que la Bretagne est forte de sa culture que j'ai fait le choix de m'installer en Bretagne. Il y avait cette langue et cette culture, elles ont un pouvoir d'inclusivité qui est exceptionnel. Et voilà, je pense que ça fait partie d'un mythe, de quelque chose qui dépasse simplement les raisons pratiques qui peuvent faire qu'on choisit de s'installer quelque part. Si on pose ses valises en Bretagne, si on est fier d'être breton, même si on n'y est pas né, c'est aussi parce que ce territoire a une culture et une langue qui ont une puissance, en fait. Et voilà, pour moi, c'est le symbole de ça. Puissance bien affichée, à votre avis, aujourd'hui. Quel regard vous faites justement sur l'affichage de la langue bretonne ou de l'identité bretonne de la part de la région institutionnelle actuelle ? Je pense que c'est très insuffisant aujourd'hui parce qu'on se concentre justement sur une question d'affichage, en fait. Et ce que je constate, c'est que les moyens qui sont alloués pour faire vivre réellement la langue bretonne et la culture bretonne d'ailleurs sont très insuffisants. Et surtout qu'on a la chance d'être dans un territoire où il y a une demande phénoménale. Et je trouve extrêmement regrettable qu'on sache aujourd'hui qu'on a à la fois le besoin vraiment important, indispensable de maintenir cette langue vivante, et en même temps énormément de candidats pour apprendre le breton, y compris des gens qui ne sont pas nés ici, mais qui comprennent aussi le pouvoir d'inclusion que signifie le fait de parler breton, et qui ont envie de prendre leur juste place dans ce territoire en embrassant toute sa culture, et de se dire qu'on a presque un parent sur 2 aujourd'hui qui est prêt à scolariser ses enfants en filière bilingue ou en apprentissage du breton, et qu'il n'y a pas l'offre pour répondre à ça. Je trouve ça extrêmement regrettable. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut non seulement répondre à la demande, mais potentiellement être plus proactif encore. Donc oui, effectivement, c'est très insuffisant. Mais vous dites que c'est insuffisant dans les propos de la région actuelle, notamment de Loïc Chesne-Girard, cette fierté aussi d'avoir une langue en Bretagne, cette volonté de répondre à une demande d'enseignement. On le trouve aussi dans ses propos. Alors, qu'est-ce qu'il ne fait pas suffisamment dans ce cas-là, à votre avis ? Aujourd'hui, on a un enjeu très fort vraiment sur la question de l'enseignement. Il faut mettre plus de moyens, à la fois pour former des enseignants, pour avoir des dispositifs d'enseignement dans les écoles et à l'école primaire, maternelle, mais aussi au collège et au lycée, pour pouvoir avoir, et jusqu'à l'université en fait. Il faut qu'on puisse faire sa scolarité en breton, et ça aujourd'hui c'est très compliqué, et c'est vrai que c'est un parcours du combattant pour les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants dans tout leur parcours scolaire en langue bretonne. Donc aujourd'hui il faut faciliter, il faut rendre évident, ça doit être une possibilité simple en fait, ça ne doit pas compliquer la vie quotidienne, et on doit se donner les moyens de le faire. Puis il faut se fixer des objectifs, quoi. Nous, on fixe un objectif à 2030 de 10% d'enfants scolarisés en filière bilingue et de 10% qui bénéficient d'un enseignement en breton. Et sur l'ensemble de la Bretagne. Sur l'ensemble de la Bretagne. Et pour nous, c'est un minimum, vraiment. Alors, on va reprendre justement vos propositions, et on va reprendre la manière peut-être dont vos propositions répondent aux questions qui ont été effectuées, qui ont été posées par la plateforme Rueda d'Arbrezonac, qui recueille énormément d'associations, d'acteurs engagés pour la langue bretonne. Parmi leurs demandes principales, vice-présidente, vice-président en charge de la langue bretonne dans la prochaine mandature, oui ou non pour vous ? Oui, c'est pas du tout une difficulté. En l'occurrence, effectivement, il faut quelqu'un qui se charge du dossier pleinement. Donc oui, ça ne me paraît pas...
Un doublement du budget, à savoir que cette plateforme a calculé qu'aujourd'hui, la région investit en moyenne 2,50 € par habitant pour la langue bretonne. C'est 7 € en Corse, c'est 20 € au Pays de Galles, 20 € en Catalogne. Où est-ce que vous mettez le curseur, vous ? Alors, on peut difficilement comparer avec la Catalogne, puisque le budget de la Catalogne, c'est 10 fois le budget de la Bretagne. Donc, mais par contre, les pouvoirs avec, d'ailleurs. Oui, la compétence et la relation aussi à l'État central n'est pas du tout comparable, y compris sur les questions éducatives, parce que voilà, on dépend quand même du ministère de l'Éducation nationale pour part, quoi. Donc, non, mais par contre, effectivement, le doublement, c'est un minimum. Arriver à 5 € par habitant, ça me paraît non seulement faisable, mais extrêmement nécessaire. Oui. Donc doublement du budget en langue bretonne. Une des demandes aussi de cette plateforme, c'est que les aides de la région, qu'elles soient données à des entreprises, aux associations, festivals ou autres, qu'il y ait une condition de langue bretonne dans l'attribution des aides. Aujourd'hui, la région demande des parités hommes-femmes, demande des efforts pour l'environnement. Est-ce que demain, la langue bretonne doit être un critère d'attribution ou non des aides régionales ? Il y a plein de sujets sur lesquels, plein de secteurs d'activité en tout cas où ça doit être possible aujourd'hui. Après, la question des clauses de marché public et des conditionnements des aides, c'est des questions juridiques parce qu'effectivement, du coup, on va nous opposer que c'est compliqué et qu'il faut. Mais en fait, la première étape, c'est d'accompagner pour que ce soit possible. Et oui, je pense que notamment sur les questions culturelles ou éducatives et sur les questions d'affichage. Voilà, aujourd'hui, je suis surprise, par exemple, de prendre le train, d'aller dans des espaces comme ça qui dépendent de la région et de ne pas entendre la langue bretonne. Aujourd'hui, elle n'a pas fait son travail là-dessus, la région, dans les espaces transport, effectivement, que ce soit les TER, que ce soit les cars de transport ou les espaces dont dépend la région, on n'entend pas forcément du breton. Elle n'a pas fait son boulot. Et ça, c'est vraiment la question de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'avant de l'imposer à l'extérieur, la première étape est celle qui me paraît indispensable et nécessaire, et ça n'implique pas un surcoût qui justifierait de ne pas le faire. C'est ça l'enjeu. Se dire qu'on pourrait, là où la région le fait, être baigné dans ce bain de langue qui permet aux gens de l'appréhender, de le vivre pleinement et aussi d'aller vers cette langue. Et bien, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est pas symbolique. C'est vraiment un acte très fort et aujourd'hui, ça n'existe pas. La région va vous dire que les négociations, par exemple avec la SNCF, sont compliquées, qu'ils n'ont pas forcément la main sur tout. Oui, les négociations sont compliquées, d'accord, mais du coup, il faut les mener. Il n'y a pas de sujet. Oui, c'est compliqué avec la SNCF. Allons-y, travaillons-y. Je veux dire, c'est compliqué, mais quand on ne les mène pas, a priori, c'est pas compliqué, c'est juste pas fait. La place de la langue dans l'enseignement, vous avez commencé à évoquer ce dossier. La plateforme de Rouerdan-Arbrezonnec demande 40% des postes attribués dans le premier degré à de la langue bretonne et une généralisation de l'enseignement du breton dès la maternelle et la primaire. Oui, alors là, il y a plusieurs niveaux de discussion, puisqu'il y a les niveaux de discussion avec l'éducation nationale en propre, et donc ça, on sait que c'est compliqué, et on est en plein dans les débats sur la loi sur les langues régionales, et on sait qu'on a plus que beaucoup de travail à faire avec l'État central sur ces questions-là. On a une question aussi d'attribution des postes. On a aujourd'hui des jeunes qui se forment en tant que locuteurs. Donc là, je parle évidemment pour l'enseignement public, des jeunes qui sont locuteurs bretons et avec les conditions d'attribution des postes en Bretagne se retrouvent, alors qu'ils sont locuteurs bretons, qui sont à même d'enseigner en breton, en Seine-Saint-Denis ou à Marseille ou je ne sais où, parce qu'à un moment, c'est là-bas qu'il y a besoin de postes. C'est absurde, en fait. Bien sûr que c'est absurde. On a besoin de former les enseignants et on a besoin de les ramener en Bretagne pour qu'ils puissent enseigner la langue, en langue régionale ou la langue régionale en fonction du chemin qui est choisi. Donc ça, c'est vraiment très important. Je pense que ça fait partie des discussions importantes à avoir avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça fait partie des choses qu'il est important de négocier au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat aussi, sur le statut des langues régionales. Et sur la question de la co-officialité. Donc, c'est pas un sujet du tout anecdotique, c'est un sujet constitutionnel. On va en parler tout à l'heure de la co-officialité, ce que ça veut dire, mais sur l'enseignement toujours. Donc, sur l'enseignement, l'enjeu, c'est effectivement comment est-ce qu'on obtient les moyens. Alors après, sur la partie privée, c'est plus une question de moyens alloués et d'accompagnement, puisque là, on a un peu plus de latitude pour le faire. Un peu plus. Sur l'accompagnement de Diwan, par exemple, quel accompagnement de la région? Est-ce que ce qui est fait aujourd'hui est suffisant? Est-ce que les pouvoirs dont dispose la région en matière d'accompagnement sont suffisants? Est-ce que vous souhaiteriez aller au-delà ou bien en deçà?
Non, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà à la fois. Alors déjà, il faut aider Diwan aujourd'hui parce que c'est un dispositif qui repose sur l'investissement des parents, sur une vie associative qui est mise en énorme difficulté par la crise du Covid, parce que tous les outils qui servent à financer Diwan, c'est des activités au quotidien. Les kermesses, les fesnos, etc. Il n'y en a plus aucun. On a tous participé à la fête du village, donné les tickets de tombola, etc. Aujourd'hui, la crise du Covid met énormément en difficulté ce modèle, donc il faut absolument le soutenir et soutenir la dynamique associative qui va derrière, qui est aussi une vraie richesse en fait pour que cette langue vive, parce que c'est pas seulement les enfants qui y apprennent, c'est aussi l'énergie que les parents mettent dans cette transmission qui est un signe très fort d'attachement à la langue bretonne. Donc il faut soutenir, et puis il faut soutenir les parcours scolaires pour Diwan, parce que c'est un sujet encore plus compliqué, c'est en immersion le parcours scolaire jusqu'à l'université. Aujourd'hui on sait qu'on a beaucoup de barrières, qu'on perd des jeunes parce que en fait c'est techniquement pas possible pour eux de d'aller loin au lycée, voilà, ou d'aller loin au collège. Donc, il faut accompagner évidemment l'internat quand c'est possible, mais il faut surtout développer une offre territorialisée avec un maillage suffisant pour que ce soit faisable en termes de... Il faut outiller les transports aussi. Voilà, si jamais l'enfant qui a suivi sa scolarité en maternelle veut poursuivre au collège et que c'est pas le collège, le bus vient pas le chercher juste devant chez lui, il faut accompagner la politique de transport et il faut donner les outils pour que les jeunes puissent... Il faut trouver les solutions en fait. Et il y aura sûrement une part de sur-mesure au départ et puis quand on aura un maillage suffisant, la question se posera plus. Vous proposez un statut public régional pour Diwan, ça veut dire quoi concrètement ? Un statut, c'est-à-dire Alors aujourd'hui, ce qui est... Et d'ailleurs, on l'a vu dans les débats sur la façon dont est perçu Diwan, on va dire, en dehors de la Bretagne, et même parfois en Bretagne, c'est que c'est perçu comme quelque chose qui est privé. De fait, ça l'est. On n'est pas dans l'éducation nationale. De fait, on n'est pas dans l'éducation nationale, mais on est dans un cadre qui est associatif, qui est laïque, et donc en fait... Et gratuit. Et qui est gratuit. Et donc, on n'est pas dans la projection habituelle qu'on peut avoir de la scolarité dans le cadre privé et vraisemblablement religieux aussi très souvent. Donc en fait là on est dans un cadre qui n'existe pas tout à fait et donc ça veut dire que c'est spécial, que c'est particulier, que ça nous appartient aussi et je pense qu'il faut l'affirmer et il faut affirmer qu'il est précieux de scolariser des enfants en immersion, que c'est une particularité qui est vraiment intéressante et qui est même, à mon sens, essentielle, en fait, pour avoir des gens qui sont dans ce bain de langue en permanence et qui sont des vrais locuteurs. Et on le voit partout ailleurs, je pense au Pays Basque, par exemple, et où, quand on a cette immersion, on a des locuteurs qui sont aussi à même, après, dans le cadre professionnel, tout au long de leur vie, de faire de cette langue une force dans leur parcours professionnel. Et je pense que ça, c'est un outil qui doit pas être négligé. Et donc, il faut pas... il faut donner à chaque outil les moyens d'évoluer, que ce soit l'enseignement du breton, notamment à l'école publique par exemple, mais l'enseignement en breton aussi. Justement, l'école publique, vous proposez une généralisation de l'enseignement du breton. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une initiation, ça veut dire un bilinguisme, ça veut dire une immersion. Et comment vous vous y prenez ? Parce que là, la région n'a pas la main sur ce dossier. Alors ça, c'est un énorme enjeu. Voilà, là, pour le coup, c'est un enjeu de négociation très clairement. Alors, la région n'a pas la main, mais elle doit prendre part aux discussions. Parce que c'est quand même la région Bretagne qui doit défendre la langue bretonne. Elle ne le fait pas aujourd'hui ? Je trouve insuffisamment, parce qu'à chaque fois, on nous dit oui, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, donc c'est pas fait. Ou alors, individuellement, on voit des gens qui se disent « Ok, moi, je vais porter ce combat ». Je veux dire, à mon sens, la région Bretagne doit, dans son rôle de conservation et de responsabilité vis-à-vis de la culture et de la langue bretonne, prendre langue avec aussi les collectivités compétentes, mais avec l'État, pour arriver à pousser la langue bretonne. Et oui, l'éveil à la langue bretonne, dès la toute petite enfance généralisée, ça ne me paraît pas une demande scandaleuse, en fait. Comment est-ce qu'on fait dans un cas, par exemple, comme celui de l'Annester, où dans une école publique, la rentrée dernière était prévue une classe bilingue supplémentaire en langue bretonne et on a une forme de bronca des enseignants qui ont peur de perdre des postes, qui ont peur que la langue bretonne prenne la place du français et du coup on n'ouvre pas à l'arrivée. Ça c'est, de toute façon dans ce genre de situation, il faut discuter, il faut expliquer. C'est pas, la langue bretonne ne va pas se substituer
Là, d'où on part en fait. La vraie question, aujourd'hui, on part d'une part qui est infime d'enseignement en langue bretonne. Donc la question ne se pose pas. Oui, aujourd'hui, on est dans une situation où à l'éducation nationale, c'est très tendu, parce que ce qui est demandé aux enseignants, c'est difficile, parce que les enseignants ont peur, parce qu'on voit les coupes de moyens qui se succèdent, parce qu'on voit les fermetures de classes, et que dans ce contexte-là, bah oui, c'est difficile d'innover, c'est difficile de proposer des choses différentes, parce que il y a des tensions qui naissent à partir de ça. Mais c'est pour ça que c'est important, en tant qu'élu et au niveau de la région, au-delà de la nécessité de se dire, voilà, la compétence scolaire pour l'école maternelle, ça va plutôt être la commune, donc c'est à la commune de s'en occuper. Non, en fait, la coordination de l'enseignement de la langue, enfin, je veux dire, c'est un rôle où la région doit prendre sa part là-dedans. Et d'ailleurs, on se bat pour l'Assemblée de Bretagne, donc on se bat quand même pour avoir une gouvernance de la Bretagne à une échelle régionale coordonnée avec le lien dans les territoires. Donc c'est l'essence de notre manière de penser le fait politique, en fait, d'avoir ces logiques d'action de proximité. Vous avez donné tout à l'heure un terme qui n'est pas anodin, qui est celui de co-officialité de la langue bretonne en Bretagne. On le retrouve sur votre plateforme de proposition. Qu'est-ce que vous entendez précisément par co-officialité ? Ça veut dire qu'on puisse faire toutes les démarches, y compris les démarches officielles qu'on fait aujourd'hui en français, en breton. Que cette langue soit une langue officielle, au même titre que la langue française, pour toutes les démarches, pour la vie professionnelle, pour les étapes importantes de la vie administrative, pour l'état civil, voilà. Donc c'est effectivement pas du tout anecdotique, mais je pense que c'est essentiel. L'une des propositions de cette plateforme Rueda d'Arbrezonnec, c'est une politique de communication ambitieuse sur une société bilingue. Cette notion de société bilingue, elle avance de plus en plus dans la société bretonne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Quelle image cela vous donne en vous, une société bilingue ? Pour moi, la société bilingue, c'est l'essence du pouvoir d'inclusion de la culture bretonne dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que déjà, il y a une part d'affirmation qui me semble essentielle. Affirmer que la culture bretonne, le peuple breton a sa langue et qu'en fait, on ne peut pas mettre ça en marge. Donc, le bilinguisme, c'est aussi l'équilibre, en fait. Et à ce titre-là, c'est une forme d'équilibre symbolique, c'est une forme d'émancipation, c'est une forme de revendication, d'affirmation culturelle qui ne me paraît pas du tout anecdotique. Voilà, pour moi, c'est très fort et je pense qu'il faut qu'on aille dans ce chemin-là. Et je pense que c'est un outil de développement de la langue aussi, hein. Vraiment, d'un point de vue des objectifs qu'on peut se fixer, le bilinguisme, c'est aussi donner sa juste part à la langue bretonne. Donc c'est aussi avancer vers une généralisation de l'enseignement, y compris pour les adultes. On a beaucoup parlé de l'enseignement aux enfants, mais je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui ont l'appétit de l'apprentissage de la langue bretonne. Alors parfois parce que les enfants sont passés et que du coup, voilà, mais aussi simplement parce qu'ils arrivent, parce qu'ils prennent part, parce qu'ils ont envie de vivre, parce qu'ils ont envie de partager ça et de comprendre et de comprendre pleinement. Et je pense que ça, il faut pouvoir y répondre aujourd'hui. Ouais, dans vos propositions, on en trouve une que l'on trouve sur peu d'autres plateformes politiques, hein, en lice pour cette élection régionale, la protection de la toponymie bretonne, garder les noms, on va dire, de champs, de vallées ou de rues en langue bretonne, plutôt que de nous mettre des rues des Mésanges, rue des Ajoncs et rue des Corrigans, ou je ne sais quoi, à la place de noms qui, originellement, étaient là en breton. Oui, la toponymie, mais aussi les noms de rues qui sont issus de l'histoire bretonne. Je pense que, et donc du coup de personnages qui incarnent l'histoire bretonne, je pense que c'est important parce que c'est aussi une affirmation culturelle, parce que lisser, parce qu'effectivement faire des rues des Mésanges et des rues... J'adore les Mésanges, il n'y a pas de... c'est pas non discriminatoire pour les Mésanges, mais je veux dire qu'il y a une part d'invisibilisation de la culture bretonne dans ce processus d'uniformisation, en fait, et que c'est très dommageable, et que je pense qu'en fait, il faut affirmer et il faut visibiliser la langue bretonne et la culture, et aussi les toponymes, par exemple. C'est pas anecdotique, en fait, parce que c'est l'univers dans lequel on va vivre tous les jours, c'est l'adresse qu'on écrit sur une lettre, et c'est son quotidien, et c'est aussi une façon d'affirmer qu'on est fier de vivre là. Donc, vivre là, c'est pas seulement...
c'est pas seulement rue des Mésanges, quoi. Toute dernière question, Claire Desmarres-Poirier, pour clore cet entretien. Pour vous qui n'êtes pas bretonne d'origine, mais qui êtes installée en Bretagne, qui découvrez peut-être aussi ce monde et cette richesse de la langue bretonne et ce bouillonnement permanent qu'on a dans le monde linguistique breton, qu'est-ce que cela vous aura apporté à titre personnel? Moi, je vis vraiment une forme d'accueil par cette culture, quoi. Je pense que je chante beaucoup, je danse, donc j'ai vécu l'arrivée en Bretagne, le festou, la vie culturelle qui va autour, et vraiment cette sensation de prendre part à quelque chose et d'y trouver sa place. Et j'ai été ébahie par cette capacité d'inclusion, parce que d'où qu'on vienne, si on prend sa place dans la ronde, eh ben, on a le droit de danser au même rythme que les autres, quoi. Et il y a vraiment quelque chose de cette force-là et j'ai habité à l'étranger, j'ai voyagé dans ma vie et je vis cette puissance, en fait. Et par exemple, j'ai travaillé à l'île Maurice, à l'autre bout du monde, vraiment. Et j'ai vu là-bas des gens jouer sur des accordéons diatoniques de l'Orient, des rythmes et des chansons qui étaient des chansons bretonnes, qui avaient voyagé avec les marins et qui avaient atterri dans ces ports. Et cette capacité de cette culture, la capacité de cette culture à voyager au bout du monde, à se métisser et à accueillir ici, pour moi, c'est un pouvoir incroyable. Et je pense que c'est aussi, en tout cas, si je suis aujourd'hui candidate à la présidence de la région, cette histoire-là n'y est pas pour rien. Parce que, voilà, j'ai l'impression que par sa culture et par sa langue, la Bretagne m'a offert une place et je trouve que c'est extrêmement précieux. Merci Claire Desmarres-Poirier d'avoir été présente avec nous aujourd'hui sur ce plateau des Régionales 2021 sur BrésoWeb.